Vue de chez nous, une émission proposée par l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy pour Radio Broadgenet. Vue de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Vue de chez nous. Vue de chez nous. Vous écoutez Radio Broadgenet sur le 92.6, 97.3, le 94.8 et le 101.107. Avec moi autour de la table, Kelvin, Valentine, Inès, Hugo, Jeanne, Antoine, Louis, Héloïse, Margot, Anaïs, Maëlène, Hugo, Charlène, Alexandre et notre invité aujourd'hui, Joël Labbé. Aujourd'hui, nous allons voir des points importants des débats présidentiels, des sujets qui nous touchent, nous les jeunes, il s'agit de l'écologie. Nous aurons Joël Labbé en tant qu'invité avec nous qui nous accompagnera lors de cette émission. Dans la deuxième partie de Vue de chez nous, on parlera littérature, sport, musique, ciné et bien évidemment, il y aura des jeux pour cette émission très chargée de Vue de chez nous. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous écoutez la 12e émission de Vue de chez nous. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, #VDCN. Mais tout d'abord, comment va le monde, Kelvin? Moi, c'est l'enfarinage de François Fillon qui m'a choqué. Valentine. Alors moi, c'est la crise en Guyane qui m'a marqué. Moi, c'est les JO 2024 entre Paris et Los Angeles où le match a déjà commencé. Car Los Angeles a été accusé d'acheter ses fans, donc on peut le voir sur le compte Facebook où le nombre de fans s'est multiplié. Alors moi c'est la victoire du RC Vannes club de rugby de Pro D2 qui a gagné 26-3 contre Angoulême. Du coup c'est plutôt pas mal parce que là ils sont bien partis dans la course au maintien pour un club morbihanais, c'est plutôt cool. Pour ma part, c'est récemment, il y a eu une explosion qui a fait plusieurs blessés au carnaval de Villepinte dans une banlieue parisienne. Moi ce qui m'a marqué c'est l'attaque chimique qu'il y a eu en Syrie qui a tué plusieurs centaines de personnes. Moi, c'est le ministère de la Santé qui a annoncé 12 mesures pour rénover le dépistage du cancer du sein. Moi, c'est une étudiante tunisienne de l'université de Sfax qui a travaillé sur une thèse de géologie tentant de prouver que la Terre est plate. Alors donc moi, c'est les nouveaux billets de 50 € pour lutter contre la fraude des faux billets. Moi, c'est les États-Unis qui ont frappé la Syrie en tirant des dizaines de missiles contre une base aérienne. Moi, c'est la journée de sensibilisation à la santé, le 7 avril. Donc moi aussi, j'ai retenu les frappes états-uniennes sur la Syrie. C'est la conséquence de l'attaque chimique qui a fait plus de 80 victimes civiles le 4 avril à Khan Cheikhoun. Donald Trump a fermement condamné cette attaque. C'était la première attaque des États-Unis depuis le début de la guerre en Syrie et surtout la première intervention militaire de... On recommence. S'il te plaît. Allez. Et la première intervention militaire de Donald Trump. Eh bien moi, l'événement qui m'a marqué se trouve en Gambie, un pays anglophone enclavé dans le territoire sénégalais. En Gambie va avoir lieu la première élection depuis près de 20 ans. Ils éliront les députés du pays. Un événement à mettre en relief avec nos élections présidentielles qui s'approchent à grands pas. Dans l'actualité, il y a un personnage qui m'a marqué. Devinez lequel? Est-ce que c'est un homme politique? Oui. Un homme? Bah oui, du coup. Ouais. Français? Oui. Est-ce qu'il se présente aux élections présidentielles? Oui. Kelvin, tu as une idée? Ce serait pas Nicolas Dupont-Aignan? Bravo Kelvin. Nicolas Dupont-Aignan qui le 19 mars a fait quelque chose qui en a surpris plus d'un, vous en avez déjà entendu parler, c'est son intervention lors du 20h de TF1 quelques jours avant le premier débat présidentiel. Celui-ci avait ouvertement critiqué la production qui n'avait invité que 5 candidats sur 11, une intervention qui a fait pas mal d'écho sur les réseaux sociaux. Posons-nous un instant en écoutant un morceau de Jazzy Show, Figured You Out. I like your pants around your feet. I like the cute sense of your hair. I like the way you just play for many approval. You tell you like my favorite and dessert. I love the way you just play. I love the people that you know. I love your way you just play for many approval.
you lay, you like my favorite thing to say. And now I know who you are. It was another just to figure you out. And now I know who you are. It wasn't as you just to figure you out. I like the way straight on your tail. I like the rich past in your chair. I love the good sounds, the impressment, the proof all you lay. You like my favorite Tennessee. I love the lack of your respect. I love the people that you know. I love the way you just simply many proof all you lay. You like my favorite thing to say. And now I know who you are. It wasn't as you just to figure you out. And now I know who you are. It wasn't as you just to figure you out. I like a pencil on your face. I like the way you just play. I love the way you just play. Many proof on you now. You like my favorite candy say. I love the way you just see. I love the people that you know. I love the way you just play many proof on your way. You like my favorite thing to say. And now I know who you are. It wasn't that you just to figure you out. And now I know who you are. It wasn't as you just to figure you out. C'était Figured You Out, interprétée lors du Jazzy Show. À nos côtés, Joël Labbé, Alexandre, vous avez préparé des questions pour notre invité. Donc bonjour Joël Labbé, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Bonjour, donc je suis Joël Labbé, sénateur du Morbihan, groupe écologiste, sénateur depuis le mois de septembre 2011, donc ce sont des mandats de 6 ans, donc renouvelables en septembre 2017. Il me reste 6 mois de mandat. Auparavant, j'ai été pendant 3 mandats adjoint au maire de Saint-Nolff, près de Vannes, que vous connaissez toutes et tous, et puis maire de Saint-Nolff de 1995 à 2014. Alors, vous étiez présenté aux législatives. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé à vous présenter aux élections législatives ? Bon, c'est un tout petit peu compliqué. En fait, je suis sénateur. Généralement, les sénateurs aspirent à rester au Sénat. Et les députés aspirent à venir au Sénat, qui est la Haute Assemblée. En fait, moi, il y avait 2 aspects qui ont fait que j'avais pris cette décision à l'époque, à savoir, les écolos c'était en octobre, ne souhaitaient parler avec personne. Ni les socialistes, ni qui que ce soit. Et donc, moi, j'avais une assurance, c'est qu'il n'y aurait pas de groupe écolo au Sénat. Et sans groupe, c'est très difficile d'exister politiquement, faire passer des textes de loi et tout. D'une part, il y avait cet aspect, et d'autre part, Jean-Pierre Leroc, le député de la circonscription, dite de Pontivy-Elvin, puisqu'elle est toute en longueur. Et donc, il annonce qu'il ne se représente pas.
Et je me dis à l'époque, pour avoir discuté avec un certain nombre de personnes, que ce pouvait être intéressant de soumettre mon bilan de mandat de sénateur, mais de parlementaire, à la population sur cette circonscription, sachant que je défends les orientations écologiques, la cohésion avec la COP21, tous ces aspects-là. Et ça, c'était jusqu'il y a quelques temps. Mon idée était de provoquer une candidature qui soit rassembleuse de toutes les forces de gauche. Alors moi je suis de gauche et écologiste, mais pas d'une façon fermée. On a besoin de réinventer d'autres espaces politiques. Donc c'était dans cette perspective-là. Mais il y a les partis politiques, il y a le jeu des partis politiques, il y a le fait que ma candidature pouvait être très dérangeante pour certains. Et pourquoi est-ce qu'elle pouvait être dérangeante, votre candidature ? Parce que les partis politiques ont leur stratégie. Donc à gauche, ça n'a pu se faire ni avec le Front de gauche, ni avec le PS. Alors d'autant plus que le PS qui a désigné une candidate, mais une partie des gens du PS vont soutenir un autre ou une autre candidate qui sera du mouvement En Marche. Donc c'est très compliqué en fait de rassembler. J'en arrivais à être celui qui vient encore surdiviser. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'autant plus que depuis, il y a eu l'alliance Yannick Jadot avec Benoît Hamon, ce qui fait une nouvelle force politique, parce que pour moi, c'est les bases d'une nouvelle force politique. On aura donc un groupe au Sénat. Donc comme c'est bouché pour entrer à l'Assemblée, enfin du moins pour rassembler, pour tenter qu'il y ait un député de gauche sur cette circonscription, donc je me recentre sur le Sénat, puisque j'ai un bilan de fait et un bilan à défendre. Et donc du fait qu'il y aura un groupe, eh bien, je propose, là c'est pas à la population, c'est aux grands électeurs, parce que ce sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Donc voilà, et je vais constituer une liste. Alors la liste, c'est 3 titulaires, puisqu'il y a 3 postes, et 2 suppléantes et suppléants, avec la parité évidemment. Donc je vais choisir des gens qui sont élus, maires ou adjoints au maire, mais qui sont pas à la botte des partis politiques, pardon. Donc voilà, il est temps que les appareils politiques soient remis en question et qu'on en finisse avec les mots d'ordre, avec les petits calculs politiciens, je le dis. Pour vous, les partis prennent trop de place dans le système français ? Alors on a besoin de partis politiques. Je parle des appareils politiques, avec les apparatchiks, avec les plans de carrière, avec les calculs et tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, ou ça ne m'intéresse plus, si ça m'avait intéressé encore, mais je trouve qu'il est temps de dépasser ça et de s'adresser alors pour les sénatoriales, aux grands électeurs en toute conscience, sans qu'ils soient dirigés par les partis politiques ou par les appareils politiques. Et justement, comment ça se déroule une campagne pour le Sénat ? Comment on devient sénateur ? Comment on séduit les grands électeurs ? Ah oui, il y a la question de la séduction aussi, voilà, où on les convainc. Alors il se trouve que j'ai été élu sénateur en 2011, il paraît que c'était une élection surprise. En fait, j'ai été élu, tout comme Michel Le Squarnec, parce que nous avons été maires de nos communes. Michel Le Squarnec, communiste, avait été pendant 3 mandats maire d'Auray. Et moi, écologiste, pendant 3 mandats, maire de Saint-Nolff. Et de ce fait, les grands électeurs nous connaissaient par le travail que l'on menait, notre connaissance du terrain. Parce qu'après, c'est une question de confiance. Est-ce que ceux-là, on peut leur faire confiance ? Donc maintenant, je garde mon expérience de maire, et d'une part, mais avec en plus une expérience de sénateur, un mandat de sénateur, où on pourra en parler tout à l'heure, où j'ai appris beaucoup de choses, où c'était un enjeu compliqué, à savoir, on me dit atypique, et je le revendique, le côté atypique. Mais comment faire pour se faire admettre dans ce milieu-là ? Au Sénat, c'est hyper codé, et très, très classique. Comment s'y faire admettre et s'y faire respecter sans rentrer dans le moule ? Alors au début, ça a été bien compliqué, mais j'ai bossé et j'ai
tenu à garder mon style, garder mes convictions fortes, ma liberté de parole, ma liberté de penser, et de telle sorte que je le dis tout simplement, que ce soit sur les rangs de gauche ou de droite, mes collègues me respectent et comprennent ma logique, même, disent-ils, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je garde la même constance sur les questions de développement durable, sur les questions de respect du bien commun, des services publics, et puis aussi du respect des générations futures ou des générations nouvelles que vous êtes, parce que vous êtes de la génération de mes petits-enfants, parce que j'en ai 9, l'aîné a 22 ans et la petite dernière a 15 jours. Donc vous avez beaucoup appris au Sénat, mais dites-nous, qu'est-ce que c'est le rôle d'un sénateur ? Qu'est-ce qu'un sénateur doit faire ? Parce qu'on a tendance à valoriser beaucoup l'Assemblée nationale et un petit peu moins le Sénat. On entend même de temps en temps que le Sénat n'a pas d'utilité. Qu'est-ce que vous répondez ? À quoi sert un sénateur ? Alors, très juste question, large à la fois. Donc notre démocratie fonctionne, ou notre République fonctionne avec le bicamérisme 2 chambres. Alors moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, je défends le fait qu'il y ait 2 chambres. C'est drôlement important que les textes soient discutés, certes à l'Assemblée nationale, mais rediscutés au Sénat. Très souvent approfondis au Sénat, parce qu'au Sénat, on est moins sous les feux de l'actualité, on est moins sous la pression de l'actualité, et on peut travailler sur le fond. Et donc les textes doivent être, la navette parlementaire étudiée dans les 2 chambres. Donc celle qui s'appelle la Chambre haute ou l'Assemblée des sages a complètement son rôle à jouer. Mais par contre, puisque les sénateurs les politiques en général ont une mauvaise réputation, les sénateurs encore pire, des vieux qui somnolent. Alors, d'abord par le passé, c'était des mandats de 9 ans. Et puis c'est vrai que c'était le bâton de maréchal quand un député devenait sénateur. Il y a une définition qui m'a fait beaucoup marrer. Ça a été de dire le Sénat, c'est quand même la preuve qu'il y a une vie après la mort. Je trouve ça excellent. Et alors le Sénat doit être réformé, tout comme l'Assemblée aussi. Moi, je défendrai toujours le fait de l'existence de 2 chambres, mais l'une comme l'autre doivent être réformées. D'accord, donc vous voudriez une réforme ? Ah ben, absolument. Bon, d'abord, une réforme fondamentale vers une 6e République. Ah, vous voudriez une 6e République ? Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Et donc, qui fonctionnerait comment ? Alors, ça, c'est à travailler, mais avec beaucoup plus d'importance au Parlement, plutôt qu'au président de la République. Avec une assemblée constituante, comme Jean-Luc Mélenchon ? Oui, mais moi je suis personne, donc Jean-Luc Mélenchon propose une constituante, mais de toute façon, pour réussir une 6e République, il faut une constituante. D'accord, merci. On va parler un petit peu plus de votre engagement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Zéro Phyto ? Oui. Alors, je commence par le début, et en essayant de faire serré. Lorsque je suis entré au Sénat, donc en septembre 2011, je débarquais quelque part. J'avais une certaine idée du Sénat, mais j'avais été candidat, et lorsqu'on est candidat, on prend le risque d'être élu. Donc je suis élu, j'ai une longue expérience d'élu local, j'ai vu les sujets sur lesquels il y avait nécessité de faire bouger. J'étais élu local écologiste. Saint-Nolff a été la première commune de Bretagne à avoir une démarche Agenda 21. Donc avec différents axes de travail, écocité, tout ce qui touche à l'agenda 21 au développement durable. Et une des premières décisions que nous avions prises, c'était entre 2006 et 2007, se passer de produits pesticides, de phyto, sur l'ensemble du territoire de la commune. Donc, et ça, d'abord, c'était dans mes fondements, à savoir les produits chimiques, pesticides sont hyper dangereux, et donc je l'avais appliqué sur la commune, en essuyant un certain nombre de critiques, les gens qui voyaient les herbes qui poussaient, les herbes, certains disent les mauvaises herbes, moi je dis les herbes folles ou les herbes indésirables, qui sont à gérer. Toujours est-il que c'était en place, et à l'époque il y avait 10% des communes qui pratiquaient déjà ce qu'on appelle le zéro phyto. Donc élu en 2011, il y a la mise en place de missions parlementaires, dont une qui me convenait particulièrement, mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement.
Donc, je suis écolo, ça m'intéresse, j'y vais. Je suis vice-président de la commission des affaires économiques du Sénat et je deviens vice-président de cette mission. Les missions d'information, c'est là où on voit qu'au Sénat, on a les moyens de travailler, on a le temps de travailler. Donc, cette mission a été menée sur 7 mois. 7 mois d'audition, 7 mois de déplacement. On a rencontré on s'est déplacé dans les usines de production, avec d'immenses protections de pesticides. Les distributeurs, jardineries, ceux qui en distribuent, et ça fait une part relativement importante de leur chiffre d'affaires, mais aussi d'autres jardineries. Je pense à l'enseigne botanique qui, depuis 2008, n'utilisait plus les pesticides et commercialisait des alternatives aux pesticides et qui en vivait très bien. Ensuite, on a rencontré le monde agricole, les représentants des syndicats agricoles d'une part, mais aussi des agriculteurs utilisant les pesticides, en y faisant plus ou moins attention. Ceux qui ne les utilisent pas, enfin des fermes bio qu'on a visitées sur le terrain, qui se passent complètement de pesticides et qui démontrent qu'on peut faire sans. Et puis l'association Phytovictimes. Alors c'est une association qui défend, ce sont surtout les agriculteurs qui sont victimes des pesticides. Donc il y a eu des morts, et dans cette association il y a Paul François, c'est un agriculteur de Charente et qui a gagné son procès contre Monsanto. C'était une première. Voilà, on a vu ces gens donc, liés à l'utilisation des pesticides, mais on a vu aussi des chercheurs de la communauté scientifique. Je pense au professeur Sultan de Montpellier, qui nous disait, étant spécialisé sur ces sujets, il y a des idées de sortie du nucléaire à propos de l'énergie. Moi, je vous conseille vivement d'avoir un plan de sortie des pesticides. On a aussi rencontré donc, en audition, et puis c'est pluripolitique. Il y a des gens de droite, de gauche, du centre, écolos et autres, qui entendent les mêmes choses de la part de spécialistes du monde scientifique et médical. Un chirurgien de Lille, chirurgien pédiatre, qui s'est spécialisé dans les malformations génitales des nourrissons. Il nous a dit, il y en a tellement que je me suis spécialisé sur ce sujet. Et en lien direct avec le contact avec les pesticides. Et il nous explique, l'enfant, c'est même avant sa naissance qu'il peut être touché. Pendant la grossesse, il y a une période où si la maman qui attend le bébé est en contact avec ces molécules, le bébé risque d'avoir des malformations du fait du pouvoir... mince, j'ai un trou. De perturbateurs endocriniens de certaines molécules. Alors, ce qui fait que le bébé peut naître mal formé, d'une part, mais ça peut être différé. C'est pendant l'adolescence où les troubles se font sentir. Donc, il nous l'explique, il nous le dit, voilà, voilà ce qu'est mon travail. Et aussi, pour en finir avec les médecins, le monde médical, une docteure cancérologue de Bordeaux qui, elle, est spécialisée dans le cancer du vigneron, ce qui est appelé le cancer du vigneron, lié à l'emploi de pesticides. C'est un cancer de la vessie. On a aussi rencontré des scientifiques éminents, Jean-Marie Pelt, Gilles-Éric Serralini, qui travaillent sur ces sujets et tout, dans la communauté scientifique, tout ou presque allait dans le même sens. Sauf qu'il y a d'autres scientifiques qui contestaient cela. Donc j'ai creusé un peu. Alors souvent, ces scientifiques, leurs études sont financées par les firmes. Et on s'est rendu compte qu'il y a d'ailleurs une organisation comme cela. Elle s'appelle la Fabrique du doute. Lorsqu'il y a une étude ou des études qui vont dans un sens contre les produits chimiques, dans les mois qui suivent, il y a une contre-expertise menée et payée menée par des scientifiques, mais financée par les grosses boîtes de fabrication de pesticides. Alors on a rencontré tout ce beau monde. On a fait un rapport avec des préconisations. Et parmi ces préconisations, donc, c'était globalement être extrêmement précautionneux par rapport à l'utilisation des pesticides et éviter de les utiliser quand il y avait des alternatives et quand on pouvait s'en passer. Et donc moi, j'avais mon expérience de maire. Je savais que si je m'attaquais d'entrée de jeu à l'ensemble des pesticides, notamment les pesticides agricoles, c'était des levées de boucliers que ça n'aurait jamais pu passer.
Et donc je me suis intéressé aux pesticides non agricoles. Alors c'est les pesticides utilisés par les communes sur leurs espaces publics, les communes, les villes, d'une part, et puis d'autre part les jardiniers du dimanche, ou de la semaine d'ailleurs, ceux qui ont un jardin, et qui utilisent des pesticides à proportion beaucoup plus importante au mètre carré que les agriculteurs. Donc ce qui achètent au détail dans les jardineries, parce que tout ça était jusque-là en libre service. Et je me dis, ça, c'est 10% de la consommation française, on peut s'en passer. Et donc je vais faire une proposition de loi, 2 articles, elle est très simple. Interdiction pour les communes interdiction aux communes d'utiliser les pesticides sur l'ensemble de leurs espaces publics, sauf cimetières et terrains de sport. Je vous l'explique. Pourquoi les cimetières ? Lorsqu'on en a discuté, tout de suite, alors attention, ça va être scandaleux, les cimetières et tout. Et moi, en tant que maire, le cimetière de Saint-Nolff, donc on était à 0 pesticide depuis 2007. En 2009, l'été, un décès, et je rentre juste de vacances, j'avais pris 15 jours de vacances, et ma DGS me dit « Joël, il faudrait que tu reçoives une famille lundi. Il y a eu un décès, ils ne sont pas contents du tout, il faut que tu les reçoives. » Donc je les reçois dans mon bureau, tout le monde en pleure, il y avait eu des obsèques, et donc une inhumation au cimetière. Et effectivement, été pluvieux, mes services, il y avait des congés et tout, et ils n'avaient pas fait attention, ni moi non plus, et donc le cimetière envahi d'herbes indésirables, on va dire, et catastrophe. Et là, je me suis dit, j'ai été profondément touché. On m'a dit directement, mais Joël, tu as oublié que ton père est là. Et là, c'est je me suis rendu compte à quel point, dans notre culture, il fallait absolument que les cimetières soient bien, bien, bien entretenus. Ce qui fait que réunion de crise, tous les services autour de la table, et maintenant vous débrouillez, mais le cimetière, même pendant les périodes de congé, à ce moment-là, vous anticipez, vous prenez de la main-d'œuvre en insertion, mais le cimetière devra être toujours nickel. Donc ça a pu tenir comme ça. Et le second aspect, c'est les terrains de sport. Alors les terrains de sport, sur la partie nord, essentiellement pour le football, et sur le sud pour le rugby, si les terrains ne sont pas nickel, engazonnés d'une façon nickel, avec des désherbants sélectifs, ça ne va pas. Et donc ça coinçait sur les cimetières, et pour l'avoir vécu, je me dis, on peut laisser les cimetières de côté si ça fait en sorte que la loi soit votée. Et les terrains de foot, c'est pour d'autres raisons, mais c'était la même chose. C'est des endroits très sensibles auprès de la population, donc on a laissé de côté cimetières et terrains de sport. Et donc la loi a été votée. Donc ça a été 7 mois d'audition, ensuite 1 an de travail pour écrire la loi, la faire évaluer par des juristes à même d'analyser les règlements européens pour qu'elle ne se fasse pas avoir par l'Europe, parce qu'on m'avait dit t'es utopiste, l'Europe, il y a les lobbies, et de 2, il y a la Commission européenne avec les lobbies derrière en plus, et tu vas pas y arriver. Et c'est vrai qu'on est 10 écolos sur les 348 sénatrices et sénateurs, donc trouver une majorité, il faut ramer. Mais je me suis servi de cette mission d'information où tout le monde a entendu les mêmes choses. Et alors, vous aurez compris que quand je me lance dans quelque chose, je ne lâche pas comme ça. Et on avait eu beau me dire, tu rêves, c'est de l'utopie. Et je m'étais dit, on va s'accrocher. Et je suis plutôt... Alors, s'il m'arrive de piquer des coups de gueule, je suis plutôt... j'aime bien la sympathie avec les gens, qu'ils soient à gauche ou à droite. Et donc, j'ai porté avec mes collègues écolos, évidemment. Mais on a été suivis. Et la loi a donc été votée au Sénat, et puis elle a été ensuite votée conforme à l'Assemblée. Si elle n'est pas votée conforme, il y a deuxième lecture, donc tout de suite, elle est passée facilement. Donc je passe sur les dates, mais il y avait des délais. 1er janvier 2017 pour les collectivités, donc c'est en cours. Là, aucun maire maintenant ne peut faire épandre des pesticides sur les espaces publics de leur commune. Et puis, pour 1er janvier 2019, on va interdire la vente au détail dans les jardineries, ce qui fait que pour les jardiniers du dimanche, il devra faire pousser bio, mais ça aussi, c'est pas du tout impossible parce que plein de jardiniers avaient déjà fait l'expérience, des produits de meilleure qualité et des produits qui poussent en respectant et la biodiversité, la qualité de l'eau, tous ces aspects-là, et avant tout, j'en ai parlé au début, la santé humaine. Alors, j'en reste pas là, et je termine là-dessus. On m'avait dit, l'Europe, de toute façon, l'Europe va te coincer. Et je savais que les lobbies allaient jouer sur les réglementations européennes. Je vous ai parlé de juristes de haut vol qui sont à notre service, des parlementaires, donc ils avaient étudié tout ça, et la loi était imboulable pour l'Europe. Et je me suis dit, là maintenant, parce qu'on dit toujours, on ne peut pas faire ci parce qu'il y a l'Europe. Alors l'Europe est un peu facile, alors que l'Europe, c'est aussi nous, parce qu'on est dedans. Et là, on a réussi, sur le territoire français, à interdire ça. On est le premier pays à être allé aussi loin dans les interdictions hors agricoles.
Et maintenant, via une résolution européenne, parmi les outils que l'on a, c'est des résolutions européennes demandant à l'Europe de généraliser cette loi qui s'appelle la loi Labbé. Donc ça vient de passer favorablement. Je l'ai déposé. La Commission des affaires européennes du Sénat l'a voté favorablement. Et donc la Commission européenne va devoir travailler le texte, le soumettre au Parlement européen, de telle sorte que ce soit appliqué partout sur l'Europe. Alors on va dire les États sont souverains. Effectivement, il y a des États qui sont plus sensibles que d'autres. Par contre, ce qui compte beaucoup, c'est l'opinion publique. Et maintenant, l'opinion publique joue son rôle partout. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec les ONG, Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace. Alors, notamment, Greenpeace a des antennes sur tous les pays d'Europe. Ils travaillent sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les populations. Et puis, on a aussi la plateforme Havas qui s'est intéressée à cette résolution et qui propose de faire une pétition européenne en parallèle de la démarche du gouvernement français qui doit suivre son Parlement, de telle sorte. Alors moi, je me donne 2 ans. Alors je serai là ou je ne serai pas là parce qu'il y a des élections. Mais je me dis, d'ici 2 ans, on peut arriver à faire en sorte que ça soit interdit sur tous les espaces publics de l'Union européenne. Donc on l'a bien compris, vous êtes fortement engagé pour l'écologie et contre les pesticides. Merci pour votre engagement. Vous avez décidé de soutenir qui pour les élections présidentielles ? Moi, j'ai vu que vous aviez décidé de soutenir Benoît Hamon. Alors, il y a un petit historique. Je suis écologiste et j'ai souhaité la candidature, la candidature écologiste de Yannick Jadot. Parce que Yannick, qui est notre député européen du Grand Ouest. Qu'on a interviewé ici dans Vue de chez nous, pour Vue de chez nous. Ok. Ah, très bien. Ouais, bon, il est d'un abord facile, dans la mesure où il trouve le temps. Donc je m'entends très bien avec Yannick Jadot. Je l'ai connu du temps où il y avait le festival de Saint-Nolf et on était en partenariat avec Greenpeace. Et lui était directeur des campagnes de Greenpeace. Il n'était pas du tout politique. Moi, je n'étais que maire. Et du coup, on s'est un petit peu retrouvés comme ça. Et donc Yannick Jadot, je trouvais que c'était le bon candidat pour porter le projet écologiste. Il se trouve qu'il y a eu, et d'une part, beaucoup de difficultés à trouver les 500 signatures. Parce que l'écologie était récupérée un peu par tout le monde et les écolos, mais les écolos ont aussi mal joué, donné une très mauvaise image de lutte de pouvoir et tout ça. Et du coup, le projet de Benoît Hamon étant proche de nos orientations écologistes, il y a eu une négociation pour une alliance entre les écologistes et, alors je vais dire et Benoît Hamon parce que le Parti socialiste est explosé maintenant. De ce fait, je soutiens avec force le projet de Benoît Hamon. Malgré les sondages, moi je ne lâche pas comme ça parce que je suis loyal. Et donc oui, c'est le projet de Benoît Hamon que je soutiens pour ces élections présidentielles. Justement, vous parlez d'explosion. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Pierre Leroc, député socialiste, qui soutient Emmanuel Macron ? Alors, vous pourrez me réinviter en même temps que Jean-Pierre Leroc. On pourra débattre là-dessus parce que ça m'ennuie d'en parler alors qu'il n'est pas là. Alors, après, les parlementaires, parce qu'il est parlementaire sortant, c'est son choix. Je suis très embêté parce qu'il y a beaucoup de socialistes qui sont partis vers Macron. Moi, je suis quelqu'un de conviction. Je connais Emmanuel Macron parce qu'il a été ministre. Je l'ai vu en audition. C'est quelqu'un de brillant. Et c'est quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute. Voilà, je l'avais trouvé pas mal comme ministre, sauf que bien libéral. Et avec du lien fort avec le monde de la finance et ceux dont on parle qui font du lobbying. Donc pour lui, il garde la logique de croissance, compétitivité. Pour nous les écologistes, la croissance telle qu'elle a été menée, on en est arrivé au bout. Il faut voir une autre forme de croissance qu'il faudra non pas appeler la décroissance, mais une autre forme de développement et de développement humain. La logique d'Emmanuel Macron, c'est de continuer le développement la croissance d'une manière libérale, continuer de développer la compétitivité. Alors on sait ce que ça veut dire, la compétitivité avec les autres pays du monde. Je travaille beaucoup sur l'agriculture et l'alimentation. On est un pays exportateur, on va aller concurrencer le Brésil et les pays d'Asie du Sud-Est, et c'est toujours tout tiré vers le bas, au point de ne plus nourrir nos agriculteurs et nos éleveurs. Donc c'est un non-sens. Et alors, oui, la question, c'est pas pour fuir. Hein. Donc, Jean-Pierre Leroc est allé vers Emmanuel Macron. Les vents ont tourné. Alors,
Emmanuel Macron, il y a une vague qui porte Emmanuel Macron et qui fait qu'il y a beaucoup de socialistes, y compris les parlementaires, qui choisissent d'aller vers Emmanuel Macron. On verra ensuite, sachant qu'Emmanuel Macron n'aura pas de majorité pour gouverner. Donc il faudra bien qu'il fasse alliance ou coalition à l'allemande. On n'est pas habitué dans notre pays. Donc moi j'attends de voir. Donc moi je n'irai pas d'emblée comme ça vers Emmanuel Macron parce que son côté libéral me disconvient. Il est allé à l'Assemblée générale de la FNSEA. Donc il a affirmé que leurs orientations étaient les bonnes, qu'il allait les soutenir. L'ex-président, parce qu'il est décédé, était son ami, dit-il. Donc moi, c'était pas... il est décédé, donc avec tout le respect que je me dois, moi c'était pas un ami, on se fritait chaque fois parce que je trouve que la FNSEA joue un rôle de co-gestion de l'agriculture avec les gouvernements qui me convient pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc pour résumer, vous n'irez pas vers Emmanuel Macron pour le premier tour. Ah oui, non, sûrement vous soutenez Benoît Hamon. Alors certains disent voter utile. C'est ça, voter utile. Pour empêcher le Front National. Alors, à force de voter utile, on a un projet, nous les écolos, qui est celui de Benoît Hamon, qui nous convient aussi sur les questions européennes. Parce qu'il y a des nuances avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, parce que le projet écolo de Mélenchon, il est hyper intéressant, il est bien travaillé. Donc il y aurait même des convergences entre les deux. J'aurais souhaité à un moment que ça puisse se faire, qu'il y ait une véritable force gauche et écologiste. Mais bon, elle ne s'est pas faite. Donc, quels que soient les sondages, moi, je continuerai à défendre le projet de Benoît Hamon. Merci beaucoup, Joël Labbé. On va pouvoir continuer à parler d'écologie avec le débat. Effectivement, on va donc commencer le débat avec tout le monde, avec une première question portant sur l'écologie. Pourquoi l'écologie n'est pas mise en avant dans les programmes, selon vous? Charlène? Parce qu'elle fait partie du quotidien, en fait, c'est un peu oublié. J'ai l'impression qu'ils essayent de pas mettre ça en avant, mais mettre autre chose ou le laisser derrière, parce que c'est pas ce qui intéresse en premier lieu les gens. Ouais, ce serait justifié du coup comme... C'est pas justifié, mais c'est juste que le but c'est que ça tape à l'œil et que ça intéresse les gens. Et donc mettre l'écologie en avant, sachant que c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Ça devrait, mais c'est pas ce qui les intéresse le plus, et ça n'a pas d'intérêt, on va dire. Ouais. Antoine, tu as quelque chose à dire ? Oui, effectivement, comme tu dis, parler de chômage, de croissance, ça claque plus que de parler d'écologie, parce que généralement, ceux qui parlent d'écologie et ceux qui en font vraiment et qui militent sont des personnes qui sont convaincues, alors que c'est pas des choses qui nous touchent comme dans la vie de tous les jours, comme par exemple le chômage, tout ce qui est CDI, tout ce qui est emploi, tout ce qui est politique en général hors écologie. Et du coup, ce sont des convaincus généralement qui prêchent ça. Hugo ? Pardon, Inès, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que justement, les gens ne sont pas convaincus parce qu'en fait, les gens n'entendent pas tant que ça parler. Je pense que c'est un peu une sorte de cercle vicieux. On n'entend pas tant que ça parler de l'écologie dans les programmes. Et donc, si on entend parler plus de croissance, dès qu'un candidat parle de croissance, on va écouter ce qu'il dit pour comparer avec les autres candidats. Que si on mettait vraiment l'écologie en avant dans tous les programmes, on pourrait vraiment comparer entre chaque parti un peu les notions écologiques qu'ils ont. Que là, moi, personnellement, je sais pas ce que pense Marine Le Pen de l'écologie, je sais pas... c'est parce que on n'en parle pas. Du coup, les gens ne s'intéressent pas à quelque chose qu'on ne parle pas. D'accord. Alexandre ? Mais pour moi non plus, il faut pas confondre écologie et environnement, parce que écologie, normalement, c'est un modèle, c'est un modèle économique, un modèle de développement, alors que l'environnement, ça concerne, ça doit être dans tous les partis, l'environnement. Alors que l'écologie, c'est vraiment un modèle. D'accord, je vois. Il y a certains candidats qui envisagent la sortie du nucléaire progressive et définitive pour 2035, d'autres pour 2050. Est-ce que selon vous, c'est un projet possible ? Oui, c'est possible. Après, il faut savoir aussi qu'on a eu le nucléaire pour pas avoir justement une dépendance énergétique vis-à-vis des autres pays. Donc sortir du nucléaire, ça voudrait dire trouver une autre façon d'être dépendant énergétiquement parlant vis-à-vis des autres pays, pas se retrouver à subir les coûts du pétrole ou du gaz de schiste. T'as quelque chose à dire, Antoine, là-dessus ? Déjà, il faudrait qu'on réussisse à faire en moins de 30 ou 50 ans
à réussir à remplacer 75% de notre production électrique par des productions autres que le nucléaire. Et si le nucléaire n'est pas forcément une solution, on parle de fission nucléaire. Et il existe d'autres solutions qui sont possibles, qui peuvent être amenées à arriver d'ici 20, 30, 40 ans, qui pourront nous permettre de sortir de la fission et d'avoir quelque chose de plus propre. Alexandre ? Oui, puis le nucléaire nous donne pas réellement une indépendance énergétique puisque l'uranium on n'en trouve pas en France. Effectivement. C'est pas faux. J'avais pas vu ça de ce côté-là. Alors, est-ce que la transition énergétique est possible ? Oui, mais tout est possible quand on donne les moyens de réussir. Ouais. Peut-être Joël Labbé, un avis là-dessus ? Oui, j'ai un avis assez tranché. Bon, d'abord, il y a l'état des lieux. On a un parc nucléaire. On va pas arrêter tout de suite. Maintenant, on a pris du retard sur les énergies renouvelables parce qu'on a continué contre vents et marées à compter sur le nucléaire. On sait que l'énergie électrique, elle ne se stocke pas. Donc, on produit, il faut consommer. Donc, ça a été une logique française. Lorsque les Grünen allemands ont décidé, il y a 25 ans, en pressant sur le gouvernement allemand, faire en sorte qu'il cesse le nucléaire, ils ont énormément travaillé les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, qu'elle soit thermique ou photovoltaïque, l'éolien, enfin tout le bouquet des énergies renouvelables. Et pendant ce temps-là, nous, on continuait à niveau du nucléaire et sans travailler aussi sur les économies d'énergie par le biais de construction en bâti durable. Donc là, on a du retard. Il y a une nouvelle économie à générer avec les énergies renouvelables. Et avec ton doigt, tu m'as déstabilisé. Bon, c'est bon, il va falloir monter. Antoine, tu allais dire quelque chose ? Oui, juste une chose. On parle énormément du modèle allemand en matière d'écologie et c'est vrai qu'ils sont énormément avancés. Mais il ne faut pas oublier que la forêt noire en Allemagne, elle était appelée comme ça parce que ce sont les principaux pollueurs européens au point de vue du charbon. Donc ils ne sont pas forcément aussi bien avancés que ça au point de vue écologie. Hein. Ils ont leurs propres faiblesses. Donc ils ne sont peut-être pas nucléaires, mais ils ont d'autres problèmes qui sont presque aussi pollueurs, voire plus que la France. Du côté énergie carbonée, effectivement, pour moi, l'Allemagne n'est pas un modèle. Le modèle, c'est le développement des énergies renouvelables non carbonées en Allemagne. Ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Si un pays exemplaire, c'est le Danemark, par exemple, qui là est allé au bout du bout. Et le Danemark, en gros, c'est la surface de la Bretagne. Et nous qui avons toujours refusé des centrales nucléaires sur la Bretagne, pourquoi pas faire de la région Bretagne un territoire pilote du développement de toutes les énergies renouvelables ? Ce serait idéal. Et qu'en est-il du coup des réformes de la COP21 et de la COP22 ? Antoine ? Honnêtement, j'en ai pas beaucoup entendu. On en a beaucoup entendu parler pendant la COP21. Et maintenant, les réformes, tout ce qui est prévu, en fait, on n'entend quasiment pas parler. On n'a pas de retour. On ne sait même pas s'ils ont fait quelque chose. Au final, ils ont signé des papiers, ils ont signé plein de trucs. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Moi, perso, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Hugo ? C'est vrai qu'on a vachement entendu parler de la COP21 parce que c'était à Paris aussi. Et du coup, ça permettait aussi un peu à chaque homme politique, femme politique, de montrer un petit peu sa tête à la télé. Et on a vachement entendu parler pour ça. Après, ce qu'il en est ressorti, c'est ça, c'est qu'on n'a pas tant que ça eu de retour par rapport à l'événement qui était... le dispositif qui a été mis en place pendant l'événement, on n'a pas après entendu beaucoup de retours. Je sais pas si vous, vous devez être au courant, je pense. Il y a eu des papiers de signés et des engagements de signés par tous les États qui ont accepté de signer, c'est-à-dire la grosse majorité des pays de la planète. Donc ce sont des accords de sortir de la consommation d'énergie non renouvelable, et notamment tout ce qui est produit pétrolier, et charbon et autres. Donc il y a des engagements. Alors, par contre, la COP 21, c'était hier. Il s'agit de mettre ça en route. Et véritablement, tous ceux qui continuent de parler de croissance, compétitivité, c'est sûr qu'ils oublient ce côté-là. Parce que la croissance et compétitivité, d'ailleurs, c'est nul comme mot. C'est compétition à compétitivité avec les pays du Sud, ils ne feront jamais le poids. Donc il y a aussi ces aspects-là. Comment rééquilibrer le Nord-Sud, parce qu'on
on va devoir le faire, sinon la question des migrants, les migrants climatiques, on va se les payer à juste titre. Quand on crève la faim en Afrique et qu'on a des enfants à nourrir, eh bien on va prendre le risque de traverser les mers pour venir ici, là où il y a les terres riches. Donc d'où la nécessité vitale de prendre les mesures qui conviennent. Alors effectivement, moi je comprends que vous vous dites, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis la COP21. Là, on est en préparation d'élections présidentielles, puis législatives, puis sénatoriales. Donc il y a quand même des candidats pour qui c'est au cœur du sujet. Alors je pense à Benoît Hamon, je pense aussi à Jean-Luc Mélenchon. Ils ont mis ce sujet au cœur de leur projet politique. Et derrière, quand on dit mais les autres ils pensent à l'emploi, ce qui voudrait dire que nous on s'en fiche de l'emploi, ce qui est complètement faux. Il y a de nouveaux emplois qui sont générés par les énergies renouvelables et par la transition en général. On pourrait parler de la transition agricole vers une agriculture beaucoup plus respectueuse des équilibres, moins dépendante de la chimie. Moins dépendante du gros business, des grosses firmes, moins dépendante de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de tout cela. Alors ça, c'est à mettre en place. Donc sur ces sujets, je peux en parler avec passion parce que c'est le cœur de mon action au Sénat, que j'ai commencé, que je vais proposer de continuer, à savoir le lien entre les productions agricoles et l'alimentation. Et l'alimentation qu'on doit reconsidérer comme un droit humain fondamental, parce que c'est écrit, c'est un droit humain fondamental, de la nourriture, de l'alimentation en quantité suffisante et en qualité suffisante pour tous les êtres humains. Et là, il y a du vrai projet à mettre en place. On en entend beaucoup trop peu parler actuellement. Moi, ça m'ennuie aussi. Et puis ils sont le monde politique donne pas une image terrible en ce moment et on le porte, on le prend tous au travers de la figure. Voilà. Alors juste pour en finir, parce que j'ai besoin de dire des choses. On me dit, mais Joël, ce que tu dis c'est bien, mais de toute façon tu es un idéaliste, vous ne faites pas le poids face au pouvoir économique et financier. Ma réponse, on fait tous les poids qu'on veut dans la mesure où on trouve une majorité. L'exemple de la loi Labbé, c'est une toute petite loi. Je ne vais pas me pavaner, ça reste une toute petite loi. Par contre, on me disait, c'est pas possible. Et ma réponse, c'est de dire, si on trouve une majorité, ça va être possible. Donc pour celle-là, comme des tas d'autres, trouver des majorités. Alors trouver des majorités, c'est aussi que les parlementaires soient libérés de leurs appareils politiques. Voilà, donc pour moi, moi, il n'est pas là. Je reviendrai pour le débat avec Jean-Pierre Leroc. Notez-le. Je voudrais qu'il soit là. Parce que lui, sur cette logique-là, de continuer le système, il n'a pas levé le petit doigt pour contrer cela. Avec tout le respect que j'ai pour lui, et je voudrais en débattre. Donc moi, je fais partie de ceux qui disent on ne peut pas continuer comme ça. La transition, il faut véritablement, au-delà de l'amorcer maintenant, qu'on la fasse avancer et qu'on travaille sur les nouvelles économies, plutôt de continuer à parler d'emplois qui vont aller dans le mur de toute façon. Et puis, alors Benoît Hamon en parle beaucoup, la reconsidération du travail. Le fait même du travail, comment on sait qu'avec la robotique et le numérique, il va y avoir plein d'emplois qui vont être supprimés. On dit, ouais, mais le numérique va créer de nouveaux emplois. Oui, mais pas à la proportion des emplois qui auront été détruits ou démolis. Et donc là, on rentre dans une nouvelle ère. Comment faire en sorte, parce que le travail, d'abord le droit au travail aussi, et le droit à la vie dans la dignité, donc c'est une nouvelle prise en considération du travail. Ça, c'est fondamental. C'est pas dans notre culture encore, mais on va devoir y arriver. Merci beaucoup, Joël Labbé. On va maintenant passer à la chanson. En avant pour un nouvel extrait du Jazzy Show avec la ballade nord-irlandaise. Jamais on ne le verra.
C'était la ballade nord-irlandaise interprétée par les professeurs de Jeanne d'Arc. Et c'est parti pour la seconde partie de Vue de chez nous, en route pour les chroniques. Valentine, vous allez nous parler de votre coup de cœur musicaux. Alors oui, donc aujourd'hui je vais vous parler de mes coups de cœur musicaux. Donc le premier, donc c'est la musique issue du film Fast and Furious 8. Alors son titre c'est Go Off et chanté par Lucifer Cavo et Travis Scott. Mon autre coup de cœur c'est All Night chanté par Parov Stellar. Et pour finir la musique très connue de designer qui se nomme Panda. D'accord, merci beaucoup Valentine. Antoine a lu le livre Fahrenheit 451 et va nous dire ce qu'il en a pensé. Alors Fahrenheit 451, déjà il faut savoir que Fahrenheit c'est une unité de mesure de la température et en degrés Celsius ça correspond à 237 degrés Celsius et c'est la température à laquelle un livre brûle. Alors pourquoi appeler un livre Fahrenheit 451, donc la température à laquelle il brûle? Bien parce que ce livre parle des autodafés. Il parle notamment d'une société dans laquelle la lecture serait quelque chose d'illégal, dans lequel il ne faudrait pas lire. Et Ray Bradbury nous plonge dans un monde où réfléchir, penser, imaginer même est mal vu. Et le travail de soldats du feu, donc nos pompiers, est totalement redéfini. Et on n'éteint plus le feu, mais on met le feu au livre, on crée des autodafés. Et donc l'écriture qui est étonnamment poétique et forte d'une grande qualité, qui entre en paradoxe avec un univers où justement lire est interdit et la grande littérature est quelque chose que l'on brûle. On brûle du Benjamin Franklin, on brûle du Shakespeare, on brûle tout ce qui peut être brûlé comme livre. Et donc l'histoire nous plonge dans la découverte d'un pompier qui lui va commencer à faire la rencontre d'une petite fille à la base qui va lui poser une question très simple, qui va lui demander « Est-ce que vous êtes heureux ?» Et là il va commencer à réfléchir. Il va commencer à se poser plein de questions et à un moment, il va faire l'impensable, il va commencer à ouvrir un livre et à lire. Et là, du coup, ce pompier va entrer dans une sorte de résistance d'une certaine façon où la lecture est un moyen de combattre face à l'oppression que nous montrent en fait leurs politiciens, leurs chefs d'État qui veulent les empêcher de lire pour les abrutir. Ça a l'air très intéressant. Est-ce que quelqu'un a lu le livre ici? Non. Ah si, Inès? Non, je m'appelle Héloïse. Pardon. C'est Héloïse. C'est pas grave. Désolé. C'est Héloïse. T'en as pensé quoi, toi? Je l'ai adoré. C'est un livre qui se lit assez facilement, mais qui nous aide à penser, en fait, à avoir une autre vision des choses. C'est sympa. D'accord, je le manquerai pas. C'est désormais à Kelvin qui va nous faire découvrir de nouveaux sports. C'est les sports insolites de Kelvin. Voilà, donc le premier sport, il s'agit du vélo-ball. Un sport qui mêle foot, vélo, équilibre et anticipation. Inventé en 1893 par un certain Nicolas Edward Kaufmann, le cycle-ball, vélo-ball ou road-ball du foot en vélo reste un sport très peu connu. Il se pratique à 2 contre 2 en équilibre sur un vélo. Les tirs se font en frappant avec la roue. Deuxième sport, une drôle de compétition dite sportive s'est déroulée en Finlande. Le championnat du monde de lancer de téléphone portable en lançant son appareil à 89 mètres, c'est un Finlandais, Lassi Etelätalo, qui est monté sur la première marche du podium. Selon les organisateurs, la manifestation constitue le seul sport où l'on peut régler ses comptes avec la frustration générée par cet instrument moderne. Lassi Etelätalo, qui participait à la 7e édition de ce championnat, est resté toutefois loin du record mondial établi l'an dernier avec un jet de 94,97 mètres. La deuxième place est revenue au champion de l'an dernier, le Finlandais Mikko Lampi, avec un jet de 87 mètres. Enfin, le troisième sport, donc le kinball, qui se joue avec un ballon de 1,22 m de diamètre, 3 équipes sur un terrain pas plus grand qu'un demi-terrain de handball. Donc c'est un sport créé en 1986 par Mario Demer, un professeur d'éducation physique québécois. Le kinball repose pourtant sur un principe simple, comme au volleyball, le ballon ne doit pas toucher le sol. Mais ici, aucun filet ne sépare les 3 équipes qui occupent le terrain. Voilà. Je me pose une question, Kelvin. Est-ce que ça t'arrive des fois de tester les sports dont tu nous parles? Non. Non. Ça t'a jamais tenté le lancer de téléphone? Ça coûte cher, hein. Je veux bien le croire. Merci beaucoup, Kelvin.
Alexandre, il est allé à un meeting politique, tu vas donc nous en parler. Oui, donc je vais vous parler de mon expérience. Je suis allé le 27 mars à un meeting politique. Alors vous devez vous dire, il a dû s'ennuyer, il devait y avoir que des personnes âgées, c'est faux. Qui est déjà allé à un meeting politique autour de la table? Owen? Hugo? Est-ce que les vœux du maire de ma commune, ça compte? C'est un peu une sorte de meeting en quelque sorte. Oui, si tu veux, mais il est déjà élu. Oui, c'est vrai. Mais enfin. Il se représente aux dernières élections, c'était un petit peu tendu parce que oh là là, est-ce qu'il va y avoir une deuxième liste pour le conseil municipal de Crédin? On ne savait pas trop. Voilà. Merci pour toutes ces précisions sur les élections crédinoises. Pour ne rien vous cacher, je suis allé au meeting de François Fillon à Nantes le 27 mars. J'ai trouvé que l'ambiance du meeting était exceptionnelle. On se serait cru à un concert de rock et évidemment le rocker c'était... Fillon, voilà, au moins il y en a qui suivent. Voilà, on se serait cru à un concert de rock avec comme rocker François Fillon. La musique était forte, le nom... Il manque le look quand même, je suis désolée. Presque. La musique était forte, la foule acclamait son idole François Fillon. Alors j'ai vu des personnes qui croyaient en l'avenir de ce pays, qui pensaient que la France pouvait aller mieux. Et en ce moment, ça fait du bien d'entendre des gens qui ont la foi. Pour ce qui est de la moyenne d'âge, j'étais étonné de voir énormément de jeunes. Et oui, deuxième bonne nouvelle, oui, les jeunes s'intéressent à la politique, s'intéressent à l'avenir de notre pays, et encore mieux, beaucoup de jeunes s'engagent. Je sais pas si t'avais vu ça à Crédin, Hugo, mais beaucoup de jeunes s'engagent. Un meeting politique. Si. J'étais dans le conseil municipal des enfants avant, donc la politique, ça me connaît. Oui. Ah, moi aussi. Ah putain, t'étais où toi? À Guénin. Ah Guénin, moi c'était Crédin. Ouais. Donc alors un meeting politique, tu dois le savoir, est le lieu idéal pour faire des rencontres avec des gens passionnés et passionnants. Alors je vous conseille à tous d'aller à des meetings politiques, hors de Crédin bien sûr. Même si vous n'adhérez pas aux idées du candidat, c'est un lieu où le mot démocratie prend tout son sens. Donc c'était un grand moment pour toi, Alexandre. Ah oui, non, sans tenir compte des idées, c'est un moment très intéressant et intéressant de voir comment ça fonctionne. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce genre de meeting là, c'est assez impressionnant. Maëlène et Hugo vont nous parler des nouveautés musicales et cinématographiques ce mois. Oui, alors je vais commencer par les nouveautés, les nouveaux singles. Alors tout d'abord, il y a Humble de Kendrick Lamar, il y a Run Up de Major Lazer et Swala de Jason Derulo. Il y a également Despacito de Luis Fonsi, un espagnol. Et côté français, il y a La vie est belle de Nassi et Folie arcadienne de Arcadian. Je vais vous parler des sorties ciné de ce mois-ci. Donc on a Gangsterdam, c'est un film sorti au cinéma le 29 mars dernier avec Kev Adams. C'est l'histoire de Ruben, un jeune étudiant en dernière année de fac qui est amoureux de Nora, à qui il n'ose pas avouer ses sentiments. Alors lorsqu'il apprend que Nora est dealeuse de drogue et qu'elle part à Amsterdam, il décide de la suivre. Leurs aventures vont se compliquer lorsqu'ils découvrent que la drogue qu'ils viennent de récupérer appartient au plus grand criminel d'Amsterdam. Et je vous parlais d'un deuxième film, c'est Telle mère, telle fille, c'est une comédie française avec Juliette Binoche, sortie le 29 mars dans les salles obscures. Ce film raconte l'histoire d'une mère et d'une fille, Mado et Avril, qui deviennent mères en même temps. Avril est une femme mariée et très organisée, alors qu'à l'inverse, sa mère est une éternelle ado insouciante qui vit au crochet de sa fille depuis son divorce. Est-ce qu'il y a une préférence parmi les deux films que tu nous as présentés? Non, pas forcément. Non. Bon bah merci beaucoup. Louise, tu vas nous parler santé. Héloïse. Je m'appelle Héloïse. Oh là là. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai mal noté. Héloïse, tu vas nous parler santé. Oui, alors vous savez que la période de Pâques arrive bientôt, donc qui dit Pâques dit... Chocolat. Ouais, ça suit. Tout ça, exactement. Excès de chocolat. Mais on arrive aussi bientôt dans les périodes estivales, et donc qui dit été dit bien souvent perte de poids, corps parfait, corps de rêve. Alors, vous connaissez peut-être les expressions bikini body ou bikini challenge. C'est des phénomènes de société qui incitent en particulier les femmes à avoir un corps de rêve pour l'été. Alors, je me suis renseignée sur le Bikini Challenge et en fait, c'est un défi qui a été lancé sur les réseaux sociaux pour une perte de poids express avant les beaux jours et qui préconise donc un régime drastique, mais surtout l'utilisation de produits amincissants. Alors, je me suis alors demandé quels étaient les véritables effets de ces produits sur la santé et si leur efficacité était réelle sans activités sportives ou régime particulier. Alors, vous avez sans doute tous déjà vu à la télé les pubs pour des marques comme Anaga 3, Somatoline Cosmétiques, Luxéol et encore j'en passe.
Ils vendent tous une ligne zéro défaut avec un temps record et le tout, semble-t-il, avec seulement des produits naturels. Alors, j'ai mené ma petite enquête. En fait, il existe différents types de produits amincissants avec plus ou moins d'effets secondaires néfastes pour le corps. Il existe évidemment de vrais produits naturels que 5 vous pouvez retrouver en pharmacie, en parapharmacie ou encore dans des magasins bio comme des tisanes, des thés détox qui sont souvent à base de thé vert, d'agrumes et qui permettent en fait une bonne digestion, de drainer l'organisme et réellement d'éliminer les toxines. Mais ce n'est pas des produits qui vont vous faire mincir, ça brûle pas les graisses. Ces produits sont n'ont normalement connu aucune transformation chimique ou industrielle qui pourrait nuire à votre santé. Mais vous pouvez retrouver aussi des produits beaucoup moins naturels, souvent sur internet avec des prix qui se veulent évidemment abordables et qui vous incitent à consommer. C'est par exemple le cas de Anaga 3, qui promet, elle, une perte de poids, de brûler des graisses, d'amincir, et le tout en seulement 30 jours et en prenant seulement 3 pilules par jour. Alors, ce qu'ils omettent de préciser, c'est que toutes ces marques ont, sans une bonne hygiène de vie ou sans un sport régulier, une santé correcte, et leurs produits peuvent réellement entraîner des effets secondaires pour votre santé et affaiblir votre organisme. C'est pourquoi il est préférable de privilégier des produits qui sont naturels et évidemment du sport et un régime, pas forcément un régime drastique, mais au moins équilibré. Et si vous souhaitez réellement perdre du poids pour cet été, le mieux sans danger et le mieux, c'est de consulter une diététicienne qui pourrait vous réaliser un programme personnalisé pour chaque individu de manière saine et surtout sécurisée et qui pourra prescrire en cas de besoin des produits qui sont efficaces et adaptés pour vous. Mais évidemment, je tiens à rappeler que le plus important, ce n'est pas d'avoir un corps sans défaut et parfait pour l'été, mais d'être bien dans son corps. Très bien, merci beaucoup Héloïse. C'est au tour maintenant de Inès et Jeanne de nous parler des infos du mois. Pardon. Trop le micro. Alors que se passe-t-il au mois d'avril ? Alors comme vous le savez tous, le 1er avril c'est le poisson d'avril. Et j'aimerais demander à Hugo s'il a fait une super blague à quelqu'un cette année. Au 1er avril ? Oui. Déjà, il faut savoir que le 1er avril, c'est ma fête. Donc... Ça c'est une blague déjà. Pardon, j'étais pris dans un fou rire. Non, pas le 1er avril parce que je trouve que c'est le jour où justement tout le monde s'attend. Faut faire plutôt après en août ou en janvier. Tu vois, les gens ne s'attendent pas à ce que tu vas leur faire quelque chose. Voilà. Merci Hugo. De rien. Alors au mois d'avril il y a la semaine de Pâques, donc qui dit Pâques dit chasse aux œufs. Et donc cette année la nouveauté pour les œufs, ce serait de les faire vous-même avec vos enfants ou s'ils y croient toujours, ne faites pas avec vos enfants. Sinon les œufs salés sont aussi une nouveauté cette année et la mousse au chocolat dans de vrais coquilles d'œufs et aussi plein de restes de plein de recettes sur internet vous feront plein d'idées. Sinon, cette année, au niveau des aliments de saison, au potager, il y a les asperges, le chou-fleur, la morille, l'oseille et le radis. Au verger, vous pourrez prendre de la mangue, des oranges sanguines, du pamplemousse et de la rhubarbe. Au niveau du poisson, c'est la morue, le crabe, le maquereau et la Saint-Jacques. Et au niveau des viandes, c'est l'agneau, le chevreau, l'escargot et le veau. Et Inès ? Donc moi je vais vous parler de ce qui va changer donc ce mois d'avril. Donc tout d'abord le gaz baisse de 0,73% des tarifs réglementés. Les prestations sociales, donc il y a une revalorisation de 0,3%. Donc dans les allocations, les prestations familiales, la RSA, etc. Il y a aussi la mise en circulation donc le 4 avril, donc c'est déjà passé normalement, d'un nouveau billet donc de 50 €. Il y a aussi donc des étiquettes obligatoire de l'origine, donc des viandes et du lait. Et puis, il y a aussi des expulsions locatives et les coupures de gaz et d'électricité en cas de factures impayées qui seront à nouveau autorisées. D'accord, voilà. Donc ça fait beaucoup de restrictions en fait pour ce mois-ci. Oui, oui c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Anaïs et Margot, vous nous avez fait une sélection de slogans publicitaires. Vous allez essayer de nous les faire deviner. Oui. L'art du fruit. Joker. Paquito. Non. Tropico. Ça existe.
Oui, Tropicana. Tropico. C'est un truc inventé, ça. Hein. C'est Tropicana. Aimer tout simplement. Amora, non? Non, c'est agence de rencontre. Ah, d'accord. Mythique. Aimer tout simplement. Non. Ouais, c'est ça. Le meilleur chaque jour. Bon duel. Non. Leclerc. Amora. Non. Le Sieur. Intermarché. Quasiment. Lidl. Non. Super U. Leclerc. Carrefour. Carrefour. Bah prends pas le micro. Je garde le micro avec moi. Le sport commence ici. Décathlon. Ouais. Intersport. C'est ça. Oui. Moi, j'écoute pas les pubs. Comment? Non. Non, même pas. Ah, je crois que Il y a une grosse historique de tricherie dans cette émission, de toute façon. Motion and emotion. Peugeot. Peugeot. Oh, Et pas mal. ouais, tuning, passion tuning. On voit, il passe son temps à réviser. Hein. Ouais. Elles sont faites pour vous. Les chaussettes. Merci Alexandre. Elles sont faites pour vous. C'est de la nourriture. Elles sont faites pour vous. Ouais. Ah, c'est dur. Elles sont faites pour vous. Bah, il y en a dedans. Enfin, c'est des... Ah oui, c'était un truc d'Intermarché, ça, avec les légumes qui se préparent, non? Non. Elles sont faites pour vous. Non. Panzani. Non. Oh, c'est pas des. Attends. Des raviolis. Non, des elles sont nuggets. faites pour vous. Non. Des cordons bleus. Non, bah, c'est Domino's Pizza. Ah bah oui. Just do it. Nike. Je l'ai pas reconnu, moi, en tout cas. Non. Bon bah merci beaucoup Anaïs et merci Margot. Et comme chaque... Oups là, non. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Il ne reste plus qu'une avant la fin de la saison, elle va envoyer du lourd, je vous le promets. Ouais. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur radiobraise.fr. On se revoit le mois prochain, bonne journée sur Radio Broadway. Putain, chez nous. Putain, chez nous. C'était Vue de chez nous, animé par Owen Lebret et réalisé par Fabien Briand. Merci pour le soutien de Radio Broadway et du lycée Jeanne d'Arc.